Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le fait du jour, évidemment, ne peut être consacré qu'à la grande crise économique, financière d'abord, bancaire, puis économique et sociale qui est actuellement en train de se dérouler. Et pour mieux la comprendre, nous avons fait appel à quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un économiste de grand talent, Jean-Christophe Moulic. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour mon cher Jean-Christophe, heureux de vous accueillir à nouveau. Vous étiez en méditation pendant toutes ces semaines, je pense que vous aviez besoin dans votre retraite monastique de savoir si vraiment le bruit du monde valait la peine qu'on s'en occupe. Apparemment vous avez décidé d'en sortir. Voilà, parce que ça faisait un tel fracas, l'effondrement des marchés, que je n'arrivais plus à me reposer. Voilà. Donc autant reprendre la parole. Voilà. Donc effectivement, ce qui se passe actuellement n'est pour vous qu'une très relative surprise, puisque vous avez, pendant toutes les analyses que vous avez développées au fil des années, attiré l'attention du public et des experts ou des prétendus experts sur les risques que fait courir à l'économie mondiale un extraordinaire un déferlement de liquidités, sans parler du fait que les États ne cessaient de s'endetter et que, en plus, ils dépensaient à tort et à travers. Donc aujourd'hui, tout cela est arrivé. Alors maintenant, essayons d'abord de comprendre, revenons sur ces explications, puis ensuite on va essayer de savoir comment on va sortir de cette crise. Alors tout d'abord, rapidement, parce que cette affaire est quand même assez bien connue maintenant, comment en est-on arrivé là ? Il faut quand même remonter, je pense, à 1997. Je crois que la crise actuelle était annoncée depuis ces années-là, depuis la crise des pays d'Asie du Sud-Est, où nous avions eu un effondrement à l'époque déjà des marchés et une panique. Et à ce moment-là, pour sortir de la crise, en fait, les Américains s'étaient donné le rôle de locomotive économique planétaire et avaient largement ouvert leur marché aux produits faits dans les pays asiatiques, de façon à relancer la machine économique. Alors évidemment, ils se sont donné un rôle qu'ils ne pouvaient pas tenir, puisque la croissance américaine était certes forte, mais n'était pas capable d'absorber des milliers de milliards de dollars de produits fabriqués dans le reste du monde, et principalement aussi en Chine, en Inde et dans les grands pays en voie de développement. Et donc, à cette époque, en fait, ils ont permis à leurs citoyens de s'endetter sur la base de la valeur de leur maison. Ce qui a donné une situation absolument étrange où les Américains étaient extrêmement endettés et où en fait leur niveau de vie ne progressait que parce que la valeur de leur maison progressait et que ça leur donnait une capacité d'endettement pour acheter des biens de consommation courante qu'ils allaient acheter dans le reste du monde. Donc ça, c'était un premier dysfonctionnement qui était fort. Alors à partir des années 2000, on a eu une deuxième crise qui était celle des nouvelles technologies. Vous savez, il y a eu la bulle des nouvelles technologies qui était montée trop haut, mais comme souvent les bulles, on a du mal à apprécier quel sera l'apport réel de nouvelles technologies, et donc les actions ont trop monté, puis ensuite les gens se sont aperçus que c'était monté trop haut, les actions ont corrigé, et à ce moment-là, la Réserve fédérale américaine s'est dit, bon ben on va baisser les taux d'intérêt. Et ils ont commencé à fortement baisser les taux d'intérêt, alors que nous aurions dû, là encore, rentrer dans une phase de récession. Et ils ont baissé par 12 fois leur taux d'intérêt. Alors par-dessus ça, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 qui ont créé une disparition de valeur et un effet de panique aussi, puisqu'on sait que la croissance économique est très liée à la confiance. Confiance, il n'y avait plus, bon, on avait du mal à mesurer l'étendue de cette guerre, le terrorisme islamique, l'islamisme, enfin vraiment, bon, toutes les hypothèses étaient les plus sombres les unes que les autres. Et donc, il a fait, pour relancer la machine, de manière artificielle, M. Greenspan a baissé les taux d'intérêt 12 fois consécutives.
Et bien sûr, ce qui se passe dans tous ces cas-là, c'est que lorsqu'on a de l'argent pas cher, eh bien, beaucoup de gens se lancent dans des activités qui ont une rentabilité qui est faible, voire qui n'ont pas de rentabilité. Ils prennent des risques puisque l'argent est très peu cher. Et donc là, on a continué à avoir cet effet de bulle. Et on a eu aussi un grand lâchage de la masse monétaire, en fait. Et ce lâchage de la masse monétaire, c'est le fait de la Réserve fédérale qui a arrêté d'ailleurs de publier les comptes de la masse monétaire. Mais en Europe, si M. Trichet était plus prudent en baissant moins ses taux, par contre, il a lâché également la masse monétaire. Et donc en fait, ce qu'ont fait les États, et c'est là où c'est une crise qui est... Bon, bien sûr, c'est une crise économique, puisque des banquiers ont vendu des produits qu'ils n'ont pas compris, donc il y a eu une défaillance du système privé capitalistique, mais il y a surtout une défaillance du système politique étatique, du système des banques centrales, qui ont complètement lâché cette masse monétaire pendant toutes ces années, qui ont créé des bulles. Alors, ça n'a pas créé d'inflation dans les biens de consommation courante parce qu'il y avait la concurrence au niveau planétaire des nouveaux pays émergents, et puis parce qu'il y avait des nouvelles technologies, donc des gains de productivité énormes. Mais par contre, ça a créé de l'inflation sur les biens immobiliers et puis sur les actions, sur les valeurs actions. Et donc aujourd'hui, ces marchés actions baissent, baissent très fortement, s'effondrent, sont en train de corriger parce qu'il y avait un décalage complet entre la croissance du PIB mondial et puis la croissance de la valeur des actions. Or, elle doit être corrélée, elles doivent être basées sur la base sur les créations de richesses. Et donc aujourd'hui tout s'effondre, et que nous proposent en fait les politiques? Eh bien, alors que c'est une crise de la masse monétaire et qui est due au fait que les États ont imprimé trop de billets, qui était une masse qui était déconnectée de l'économie réelle, ils nous proposent de relancer la machine de création monétaire en garantissant tout un tas de banques, et ils sont prêts à nous, soi-disant, ils pensent qu'ils vont nous sortir de la crise en utilisant justement le problème et en rajoutant une cuillerée d'un poison qui a déjà empoisonné l'économie planétaire. Alors certains vous diront que c'était destiné aussi à éviter le risque systémique, comme disent les économistes, c'est-à-dire à éviter qu'il y ait un effondrement plus général des banques. On a vu avec l'affaire Lehman Brothers qui est survenue le 15 septembre dernier, qu'un bon nombre d'établissements bancaires et financiers ont été entraînés dans la tourmente. Là aussi, on peut se demander si finalement les États avaient vraiment le choix à ce stade-là. Oui, on peut se poser la question et tirer enseignement de la crise de 1929 où justement on avait laissé tout un tas de banques faire faillite et puis on avait asséché les marchés en termes de liquidité. Alors on dit que ça a été une énorme erreur à l'époque. On va voir si aujourd'hui, si on fait mieux. Rien ne dit moi je dis, même de manière intuitive, je pense qu'une personne peut comprendre que lorsqu'on crée une valeur, une masse monétaire qui est déconnectée de la réalité économique, c'est pas et que ça crée des dysfonctionnements et que tout s'effondre, c'est pas en rajoutant encore une louche d'un problème qu'on arrive à solutionner une crise qui... Alors, le problème qui se pose maintenant, une fois que finalement quelques différences ont été apportées aux plans initiaux, en particulier le plan Brown, du nom de Gordon Brown, le Premier ministre britannique, a permis d'éviter ce qui avait été une erreur du plan Paulson, c'est-à-dire au fond d'essayer d'évacuer les actifs toxiques d'un certain nombre de banques. 700 milliards, c'était bien insuffisant par rapport au nombre d'actifs toxiques et à leur quantité. En revanche, la
recapitalisation, c'est un peu difficile à dire, des banques, difficile à dire et à faire aussi, a certainement apporté un sursis aux banques et une meilleure solution. D'ailleurs, Jean-Jacques Rosat, économiste bien connu, était partisan lui aussi, comme Paul Krugman aussi, récent prix Nobel, de cette solution. Mais enfin, une fois que les banques sont recapitalisées, c'est-à-dire une fois que les gens ont tendance à moins retirer leurs fonds, le problème reste entier. Donc à partir de là, nous allons nous retrouver au fond, enfin c'est mon avis en tout cas, avec des États qui vont se trouver face à leur propre réalité. Et on peut l'illustrer par ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une entrevue entre la conférence franco-allemande, entre le président de la République française et Mme Merkel, la chancelière allemande. Voilà deux États qui ont des situations radicalement différentes. L'Allemagne a une situation équilibrée, ce qui ne veut pas dire que tout va bien en Allemagne, mais ça veut dire qu'elle a quand même des marges de manœuvre. La France n'en a aucune. Donc la France souhaite qu'un grand plan européen de 130 milliards, au niveau des milliards, on ne sait même plus où on en est, tellement il y en a qui circulent un peu partout, à tel point qu'il suffit de tendre la main, on va avoir quelques milliards de plus dans la poche après. Mais bref, aujourd'hui, nous avons face à face deux réalités qui sont totalement incompréhensibles pour le commun des mortels. Nous sommes en Europe, dans une union monétaire et dans une union qui vit sous des lois communes, pratiquement à 80%, et nous avons les deux pays principaux qui sont dans des situations radicalement différentes. Moi, je pense que la réalité des États va s'imposer inévitablement. Qu'en pensez-vous ? Oui, il était bon, dans une première partie de nos développements, on a dit que cette crise est davantage une crise politique de la création monétaire qu'une crise économique due à un dysfonctionnement du marché, même si dysfonctionnement il y a eu. Et aujourd'hui, donc dans cette volonté de création monétaire et des États qui se portent garants des actifs des banques pour garantir tous les épargnants, eh bien, ces États qui ont été très impécunieux, parce que j'ai dit qu'aux États-Unis, les particuliers se sont endettés de manière excessive, mais dans l'Union européenne, et la France en est un bon exemple, ce sont les États qui se sont endettés de manière excessive. Et c'est la dette de l'État français, qui est supérieure à la dette de l'État américain, qui aujourd'hui pose problème. C'est l'État islandais, État pourtant occidental, européen, qui fait faillite. Et que personne ne peut plus soutenir. Mais il n'y a pas que l'Islande qui fait faillite. Il y a la Turquie qui fait faillite, il y a le Pakistan qui fait faillite, il y a la Hongrie qui fait faillite. Il y a énormément d'États qui ne sont pas négligeables en termes de population, qui sont pourtant des gros États, qui font faillite actuellement et qui sont soutenus par le FMI. Et derrière, il peut tout à fait y avoir un État comme la France qui peut faire faillite parce que lorsqu'on dit je vais garantir 350 milliards d'euros, je me porte caution, etc., et l'État français est déjà dans une situation catastrophique. Et c'est bien cela aussi l'une des grandes différences avec la crise de 1929. C'est pour ça que ça va être intéressant à vivre et de voir si vraiment on se débrouille mieux que les anciens qui ont connu la Grande Dépression des années 30. Eh bien, c'est qu'à l'époque, les États occidentaux étaient très bien gérés. Il y avait des excédents budgétaires. La France avait eu 1% d'excédent budgétaire en 1927, 1% d'excédent budgétaire en 1928. Il y a de l'argent dans les caisses qu'on a pu utiliser pour faire une relance keynésienne. Aujourd'hui, on est fauché, on a des déficits qui sont déjà extrêmement forts, alors que nous étions dans une période de croissance, et nous rentrons dans une croissance forte, nous rentrons dans une période de croissance beaucoup plus faible. Et donc ces États vont poser problème, et alors on pourrait se dire, mais ça, ce sont des élucubrations de théoriciens libéraux, on connaît le couple Reichmann-Munich qui aime bien sortir, c'est un de leurs grands dadas. Mais il faut bien que les téléspectateurs se rendent compte que nous ne sommes pas les seuls à dire des choses comme ça. Je prends par exemple, pour illustrer mon propos, un article paru dans le journal Le Monde, donc temple du politiquement correct, mais aussi bon quand même un des grands lieux, le journal phare des médias français. Alors du jeudi 13 novembre, un article signé par les GRAC, La Bourse ou la Vie, le chantage des marchés. Le titre d'ailleurs n'est probablement pas d'eux, car souvent les titres ne sont pas choisis par les gens qui les écrivent. Alors donc les GRAC
je précise pour les téléspectateurs, c'est le nom pour les internautes, c'est le nom collectif choisi par un groupe d'anciens collaborateurs du président de la République François Mitterrand et des gouvernements de Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin. Donc ce ne sont pas des libéraux. Et que disent les GRAC dans leur article, qui est d'ailleurs de très bonne facture, ils disent « Ce qui peut provoquer la prochaine crise globale, c'est le risque que les États soucieux de relancer la machine fassent déraper leurs dettes. » Et dans le même paragraphe, ils écrivent « Le jour où une agence de notation décidera de dégrader la notation de la dette d'un État du G10, celui-ci ne pourra plus lever de la dette pour financer son déficit. Il devra vendre ses actifs à la casse et licencier ses fonctionnaires. » C'est vous qui avez écrit l'article. Donc non voilà, ce n'est ni moi ni vous non. qui avons écrit cet article, ce sont les hauts fonctionnaires qui ont travaillé pour des gouvernements socialistes. Et donc c'est une réalité. Et cette réalité est celle qui normalement devrait nous rattraper. Ce sera la prochaine lame du rasoir. La première lame du rasoir, c'était l'effondrement des marchés qui était monté trop haut. Il aurait fallu laisser cette crise se purger d'elle-même très rapidement. Les hommes politiques ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Ils se précipitent. Là, ils se sont précipités pour faire de la création monétaire, pour garantir les banques. Il fallait peut-être le faire, mais ce qu'ils font... et on voit d'ailleurs qu'ils ne comprennent rien, puisque M. Paulson, qui a pourtant travaillé dans une grande banque d'affaires, a commencé par emprunter 700 milliards de dollars, soit 5% du PIB américain, c'est une somme qui est colossale, pour dire qu'il allait mettre dans une entité tous les actifs pourris. Et puis ensuite, il a complètement changé de pied en disant finalement, c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux que j'investisse au capital des banques et donc je rentre. Mais en fait, les Américains et le Sénat et les chambres des représentants américains, la Chambre des représentants ont voté pour qu'on cantonne les actifs pourris. Et puis le secrétaire du Trésor, l'équivalent du ministre des Finances français, explique au bout d'un mois qu'en fait il n'avait rien compris et qu'au moment où il a fait ce plan, il proposait une solution qui ne tenait pas la route, et là il nous dit qu'il va investir dans le capital des banques. En fait, il ne comprend pas plus. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que nous sommes dirigés par des gens qui disent « dormez en paix, braves gens », alors qu'en fait ce sont eux qui nous ont plongés dans la crise, c'est M. Greenspan qui nous a plongés dans la crise avec la création monétaire, et ce sont ces mêmes personnes qui nous disent « Ah mais là j'ai trouvé la solution ». Non, ils n'ont rien trouvé du tout, et il est très probable qu'il faut s'attendre à un accroissement de la crise. Donc un accroissement des faillites, un accroissement du nombre des faillites, un accroissement également qui a été sensible ces jours-ci par l'exemple d'AIG, puisque cette société d'assurance qui avait en l'espace de quelques semaines consommé les 75 milliards qu'on lui avait attribués, il lui en fallait 50 de plus, ce qui prouve bien que les actifs pourris sont infiniment plus importants que le plan Paulson ne pouvait le supposer. Bref, on est dans une situation de purge qu'on essaye d'éviter le plus possible, mais la situation n'est quand même pas absolument identique aux États-Unis et en France, ou même en Europe, puisque tout de même aux États-Unis, il y a une situation où bon, c'est vrai, il y a un endettement privé très important, mais en France, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il serait très important, en France, c'est en tout cas le sens des articles que j'écris en ce moment, qu'on libère la capacité de consommation privée, tout simplement, non pas de manière artificielle, mais en baissant les impôts et les charges, et notamment le fameux monopole de la sécurité sociale qui empêche de mettre en concurrence la protection sociale et d'en faire diminuer le coût. Mais quoi qu'il en soit, la grande leçon qu'il faut retirer de tout cela, c'est qu'on ne peut pas guérir une situation économique par la création monétaire. Or là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire, et évidemment, on ne va pas guérir grand-chose. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est de savoir comment cette crise financière, qui est déjà devenue une crise économique, va se traduire sur le plan social. Est-ce que vous voyez une aggravation rapide de la situation par des émeutes, des manifestations, ou est-ce que les gens sont complètement assommés et ne bougeront pas, selon vous? Évidemment, bon là, on essaye de faire la prédiction sur des grandes tendances. On n'est pas capable de dire quand les événements se produiront. Mais j'ai tendance à penser, pour reprendre le mot tendance, que
il n'a pas été logique de soutenir les banquiers autant, comme nous l'avons fait en France, et de sortir comme ça d'un chapeau 350 milliards d'euros. Alors qu'on demande aux Français de faire des efforts dans tous les domaines, que leur niveau de vie diminue, mais c'est quelque chose qui est en place depuis des années. La baisse du niveau de vie des Français, elle s'est traduite dans le domaine de l'immobilier notamment, où entre les années 70 et aujourd'hui, que ce soit un cadre ou un ouvrier, a une capacité à l'achat comme à la location qui est 2,5 fois inférieure à celle des personnes équivalentes dans les années 70, donc entre aujourd'hui et 70. Donc il y a eu un effondrement du niveau de vie des gens, qui ont plus de mal à boucler leur fin de mois. Et là, on a sorti 350 milliards d'euros d'un chapeau pour sauver les banques. Mais les banquiers ne sont pas les gens les plus à plaindre. Il y a beaucoup de gros salaires, notamment parmi les cadres. Il y a eu des salaires complètement délirants. Puis ce sont des gens qui ont commis énormément d'erreurs. On voit, il n'y a pas que les subprimes. Quand on voit que quelqu'un comme M. Kerviel, pour la Société Générale, leur fait perdre 5 milliards d'euros en ayant misé le PIB de la Slovaquie à lui tout seul. Donc on était sur des bases complètement irrationnelles, scandaleuses d'ailleurs, d'escrocs qui misent des sommes qu'ils n'ont pas. Et c'était une activité purement spéculative, elle n'avait plus rien d'économique. Et donc il aurait fallu sanctionner très lourdement ces banques. Or là, il ne s'est rien passé. Elles ont vendu à tous leurs épargnants des produits dans lesquels il y avait des subprimes américains, et les gestionnaires de compte ne savaient pas ce qu'il y avait dans leurs produits. Si vous le demandez, d'ailleurs, faites un test, allez à votre banque et demandez-leur, mais mon plan d'épargne logement, où est-ce que vous avez prêté l'argent? Est-ce qu'il est prêté pour construire de l'immobilier, du logement social, ça a quelque chose à voir avec du logement? Ils seront incapables de vous répondre. 9 sur 10. Et même au sommet de la Société Générale, même le PDG ne comprenait pas les produits que lui concevaient quelques polytechniciens et Matine et Desnarques et qu'ils revendaient à leur clientèle. Donc ils sont incapables de calculer le risque. Donc ce sont des gens qui ont fauté, qui ne se sont pas contrôlés entre eux, qui ont fait n'importe quoi, et qu'il aurait fallu sanctionner. Or, on sort 350 milliards, alors on comprend bien, c'est pour garantir les dépôts des particuliers. Mais après, évidemment, arrive l'industrie automobile, qui fait tourner une bonne partie de l'industrie française. Il y a les sous-traitants. C'est une industrie phare en France, en termes d'emploi, de création de richesses et autres. Alors, eux aussi ont commis des erreurs, notamment l'industrie automobile aux États-Unis, mais juste pour la France. Et donc, eux aussi se disent, donnez-nous des milliards. Si vous en avez donné 350 milliards aux banques, qui ont fait d'énormes erreurs, nous, ma foi, on a continué à construire des voitures, nos ouvriers n'ont pas glandé dans les usines, ils n'ont pas vendu des produits qu'ils ne comprenaient pas, nous avons été sérieux. Et puis vous avez tous les sous-traitants actuellement, donc certains, avec 50 000 euros, vous les sauvez. Alors d'un côté, vous donnez 350 milliards pour sauver des emplois très bien payés de gens qui ont pris des risques inconsidérés et qui sont souvent assez prétentieux. Et puis de l'autre, vous avez des gens qui ont vraiment produit de la richesse réelle et qui vont se retrouver au chômage sous prétexte qu'ils ont été étranglés par des sommes qui sont très petites en comparaison. Alors un ouvrier qui se retrouve au chômage, pourquoi lui serait au chômage alors que toute sa vie il a été consciencieux, alors que la personne à côté qui travaille dans une banque, elle aurait gardé son... Donc il y a une tension qui va se créer. Les gens vont dire, mais attendez, sauvez ma PME, ça coûtera beaucoup moins cher que de sauver toutes ces banques, et même rapporté au nombre d'employés, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, alors là, on voit, ils sont prêts à donner aux grosses entreprises, mais alors après, il faut donner aux petites, et donc, ils pourront pas tout garantir. C'est un peu comme s'ils avaient nationalisé les banques. Alors l'État devait déjà payer entre 15 et 17 millions de retraités, entre 9 et 10 millions de personnes qui vivent
Sous les seuils de pauvreté. Oui, et puis 9 et 10 millions de personnes qui sont fonctionnaires ou assimilés, Oui. ou qui vivent d'associations diverses, des millions et des millions d'immigrés donc qui ont une faible productivité, qui travaillent, et dont beaucoup sont dans des logements sociaux, donc il faut leur payer un logement, la couverture maladie, etc. Et d'un seul coup, il faut entretenir les banquiers, alors les autres vont se dire, mais pourquoi moi, je serais le seul dindon de la farce? Donc ces gens-là peuvent devenir, de manière assez logique, finalement très violents, parce qu'ils seraient les seuls à être sacrifiés dans une crise, alors que d'autres qui sont plus responsables qu'eux ne seraient pas touchés, ce serait pas juste. La seule différence, ou le seul bémol qu'on puisse apporter à ce raisonnement, c'est qu'en fait, c'est moins les banquiers que l'État a voulu sauver que les déposants. Puisque finalement, si les banques s'étaient effondrées, chacun d'entre nous qui détient un petit compte ici ou là, plusieurs millions de Français qui détiennent des petits comptes, se seraient retrouvés sans argent. Mais enfin, cela étant dit, ça n'était pas, bien entendu, la seule raison. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est là où il fallait dire, bon, bah, les banques ont fait faillite, alors vous me faites des grands plans de licenciement, ou alors vous mettez tout le monde, puisque vous avez été nationalisé, dans la grille de la fonction publique, et puis on divise les salaires de tous les cadres et cadres supérieurs par 3. Si vous êtes si intelligent, allez vous recaser ailleurs, mais il aurait fallu leur mettre des conditions draconiennes. On les reprenait. Or, on leur permet de garder leur gros salaire. Il n'y a aucun plan de réduction de personnel dans les banques françaises. Donc on leur a pas fait payer il n'y a pas de sanction, si vous voulez. Je n'ai rien contre. Au contraire, garantir effectivement les comptes des déposants, ça c'était quelque chose qui était à faire. Mais garantir le salaire d'un banquier qui n'a pas compris dans quoi il investissait... En fait, ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de sanction, même si on a sauvé provisoirement au moins en tout cas les comptes des déposants, l'absence de sanction fait que ceux qui vont maintenant souffrir ou qui souffrent déjà vont crier à l'injustice, alors que s'il y avait eu des sanctions à l'égard des banquiers et d'une partie de leur personnel, pas naturellement du guichetier de base, les gens auraient peut-être un peu mieux compris, quoi qu'il en soit. Et puis des sanctions vis-à-vis des actionnaires aussi, parce que ils ont eu un management qui était mauvais. Normalement, la valeur de leurs actions, certes, elle a beaucoup baissé, mais elle devrait être valorisée zéro. À peu de choses près, et donc on devrait dire bon, on vous la rachète pour €1 symbolique, et puis voilà, donc il aurait dû y avoir aussi une sanction beaucoup plus forte de tous les gens qui détiennent tous les actionnaires. On aurait aussi sauvé les dépôts, aussi bien et même peut-être mieux. Alors la conclusion de tout cela, car le temps évidemment passe, c'est que nous sommes entrés dans une phase de plus en plus critique, de plus en plus difficile, et que il est vraisemblable que à l'explosion des banques, à l'explosion des institutions financières et d'un certain nombre de compagnies d'assurance qui sont en train effectivement de se trouver dans une situation très pénible, va s'ajouter très probablement la crise des États. Et là, nous sommes en plein dans les prévisions que vous et moi faisions depuis des années et des années, à savoir qu'on ne peut pas éternellement dépenser plus qu'on ne gagne et surtout faire croire qu'on peut distribuer de l'argent qu'on n'a jamais produit. Voilà. Cher Jean-Christophe, merci de nous avoir éclairés de vos propos, comme toujours très optimistes. Oui. Je sens la crise, vous me connaissez, c'est pas avec une crise et un effondrement, une crise qu'on n'a jamais connue depuis 1930, je n'allais pas vous dire que les lendemains allaient chanter. Nos téléspectateurs avaient un grand besoin d'être rassurés et j'ai pensé qu'il était opportun effectivement aujourd'hui de vous donner la parole. Madame, mademoiselle, monsieur, pardonnez-nous de ces visions qui ne sont pas très optimistes, mais nous vous devons ce que nous croyons être la vérité. À bientôt, gardez courage car rien n'est jamais perdu quand on a encore courage. À bientôt et vive la France.